Elle est candidate à la primaire de la droite et du centre. Aura-t-elle ses parrainages? Eh bien, on va en parler ce matin. Il s'agit évidemment, vous l'avez compris, de Nathalie Kosciusko-Morizet. Bon, alors c'est la question de la semaine. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. On doit vous la poser sans arrêt, vous devez en avoir assez. On va y arriver? Vous allez y arriver? Écoutez, on n'est pas loin du but, mais on n'y est pas encore. Donc il manque des parlementaires, il manque des élus locaux. Il manque quelques parlementaires. On parle de 4 ? Oui. On est en train d'arriver à l'objectif pour les élus locaux et il manque aussi encore quelques adhérents. Ah oui? Oui, vous savez, il y a en plus des problèmes de répartition géographique pour les adhérents. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça va être... Mais il faut que ça soit dispersé sur le territoire. Il faut que ça soit dispersé sur le territoire. D'accord. Si vous ne les avez pas, vous criez au scandale? Ah non, mais attendez, je ne perds pas une seconde à imaginer ce que je fais si je ne les ai pas. D'accord. Ça fait des semaines et des mois que je me bats pour ça. J'y ai passé l'été avec une équipe formidable qui n'a pas eu de vacances et donc je les remercie encore. Et je mets toute mon énergie à être présent dans cette primaire pour pouvoir défendre mes idées et défendre cette position singulière, cette sensibilité politique qui sinon ne sera pas représentée et dont je prétends qu'elle manquera. Alors on va en parler. Pourquoi c'est si dur d'obtenir ces parrainages? Est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, pour parler franchement? Il y a des choses qui sont compliquées et qui par ailleurs ne sont pas équitables. Bon, par exemple, je prends un exemple très concret, les adhérents, les Républicains. Il faut 2500 parrainages d'adhérents, les Républicains, avec le numéro d'adhérent, la photocopie recto verso de la carte d'identité, donc un truc un peu solide. On n'a pas les fichiers pour mais vous avez solliciter les adhérents et les Républicains. Ah oui, mais je ne suis pas parti avec les fichiers. Moi, je ne pars pas avec l'argenterie. Hein. Oui. On a tous des morceaux de fichiers en fonction des départements dans lesquels... Vous voyez, mais moi, je n'ai pas le fichier intégral. Le fichier que j'ai, il est partiel. Et surtout, je n'ai pas le fichier à jour. Mais... Celui du 30 juin. Or, attendez, ce ne serait pas un problème. Si de leur côté, les adhérents avaient été sollicités, informés qu'ils doivent parrainer, ce qui n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'ils ont reçu pour certains un mail au mois de mai, pour d'autres le journal avec un encarté au milieu. Mais vous comprenez, toutes les semaines, les adhérents reçoivent des mails les invitant à voter sur ceci, voter sur cela. Ils n'ont jamais reçu le mail qui leur dit voilà la liste des candidats, lesquels vous voulez parrainer. Est-ce qu'il n'y a pas des candidats qui n'avaient pas intérêt à ce que vous ne soyez pas présente à cette primaire? Si, mais je pense que c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul pour eux. C'est un mauvais calcul pour eux. Certains qui ont des revanches à prendre sur vous parce que vous avez votre liberté de parole, de ton. Mais oui, mais c'est un mauvais calcul pour tout le monde. Je vais vous dire pourquoi. Et je le crois vraiment. Je me bats pour mes parrainages, si vous voulez. Je me bats pour moi. Mais je pense aussi que c'est mieux pour la primaire. Je vais vous dire pourquoi. La primaire, elle sera réussie s'il y a beaucoup de Français qui viennent voter. Oui. Les socialistes, en 2011, ils avaient fait 3 millions de votants. Il faut qu'on ait au moins le même nombre de votants. Oui. Pourquoi il faut? Mais parce que c'est ça qui donnera d'abord la légitimité au candidat, quel qu'il soit, qui sera issu de la primaire. Oui. La légitimité pour rassembler l'ensemble de la droite et du centre, parce que sinon il y aura un risque de candidature à l'extérieur de la primaire. C'est ça qui lui donnera aussi la dynamique pour aller battre la gauche et pour aller gagner la présidentielle. Il ne faut pas oublier que les socialistes, ils font une primaire à la fin du mois de janvier. Imaginez que nous, on n'est qu'1,5 million de votants. Mais derrière, vous savez, ça leur donnerait de l'air pour eux essayer d'avoir plus de votants et une meilleure dynamique. Il y a un enjeu de participation. Or, la participation, à mon avis, elle dépend de deux choses. Elle dépend d'abord de la qualité du débat. D'accord. Parce que si c'est le pugilat, il y a beaucoup de Français qui seront dégoûtés. Ben, j'espère que non. Et ça sera moins le pugilat s'il y a une femme qui est là ou pas? Ah, ça peut aider. Chacun sait ça dans sa vie personnelle. Les milieux non mixtes sont des milieux plus violents. Et puis, il y aura plus de Français qui viendront voter s'ils se sentent concernés par les thématiques. Si on parle de tout, on va en parler. S'il y a des sujets qui intéressent tout le monde. On va en parler. Si c'est un débat, par exemple, strictement sur la question identitaire, qui n'est pas une question médiocre, mais qui n'est pas la seule question qui se pose dans la vie, eh bien vous avez toute une partie des Français qui ne viendront pas voter, qui ne se sentiront pas concernés, pas mobilisés. Est-ce qu'on a entendu des propos, notamment d'Éric Woerth hier sur Radio Classique? Est-ce qu'il y a du machisme chez les Républicains? Il a dit qu'il y avait... Mais non, il y a des femmes dans l'entourage des candidats. Oui, il y a du machisme un peu partout dans la société. Autant à droite qu'à gauche.
je ne suis pas à gauche, donc je ne peux pas vous dire. Mais à gauche, il y a eu deux femmes qui se sont présentées à la précédente. Les élus de gauche se prennent parfois aussi du machisme. Vous vous souvenez de Ségolène Royal en 2007 et en 2011 dans la primaire, elle se plaignait du machisme. Sur le propos d'Éric Woerth, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ouais. C'est pas malin de dire « Ah, c'est pas grave qu'il n'y ait pas de candidate parce qu'il y a des candidates dans les entourages. Ouais. » Parce qu'on a envie de lui répondre et je lui ai répondu, mais il y en a aussi dans la cuisine, dans la chambre à coucher, dans les secrétariats. Et ça ne résout pas tout le problème du plafond de verre pour les femmes. Donc on ne peut pas dire ça, c'est tout. Est-ce qu'il faut revoir de ce point de vue, est-ce qu'il faut un mécanisme obligatoire pour la primaire pour qu'il y ait une espèce de parité qui soit l'équité? Non, il faut juste de l'équité. Quand il faut aller chercher des adhérents, c'est pas normal qu'il y en ait qui aient le fichier pour les chercher et d'autres qui les aient pas. Moi, je connais des adhérents qui ont adhéré en juin pour me parrainer et qui 2 semaines après recevaient des mails d'autres candidats. C'est bien qu'il y en avait qui avaient les derniers fichiers à jour. Voilà, on a parlé de ça. L'équité, c'est pour tout le monde. Moi, je ne demande pas de passe-droit. Je veux juste que ce soit correct. Ok. On va parler du fond, puisque c'est aussi ça. C'est pour ça que vous êtes candidate. Donc, on a parlé de l'entité. Mais il y a une chose aussi, peut-être, qui explique le fait que vous n'ayez pas beaucoup... Enfin, les parrainages encore voulu, que ça soit compliqué. C'est qu'on a le sentiment, en écoutant les Républicains, la plupart d'entre eux, notamment Fillon, Sarkozy, Juppé, que vous représentez quand même un courant minoritaire. Je ne sais pas s'il faut le qualifier comme ça, mais sans doute. Vous êtes antifrontiste viscéral, alors que les autres sont moins clairs là-dessus. Vous êtes pro-écolo, les autres sont moins clairs là-dessus. Enfin, sur beaucoup de sujets, vous avez une parole qui est un peu dirimante quand même. J'accepte tout à fait l'adjectif de minoritaire sur un certain nombre de mes positions. C'est la réalité. Mais je veux dire une chose, c'est que parfois, quand on est à l'avant-garde sur certains sujets, on est minoritaire, et puis un jour, on devient majoritaire. Oui. Je prends juste des exemples très concrets. Moi, je me suis toujours intéressée aux questions d'écologie. Ça fait partie, par ailleurs, de ma formation d'ingénieur. J'ai travaillé sur ces questions-là. Quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, à la fin des années 90, au niveau politique, j'étais plus que minoritaire. À l'époque, j'étais au RPR, ça n'intéressait personne. Et puis, on a fait la charte de l'environnement. On a fait le Grenelle de l'environnement. Le principe de précaution. Et c'est devenu... Qu'on vous reproche maintenant. Mais que je revendique. Et c'est devenu c'est devenu un sujet politique, y compris à droite. Quand j'ai commencé à travailler sur les questions numériques, ça n'intéressait personne. Et on me disait, c'est parce que tu es ingénieur que tu t'y intéresses. Et aujourd'hui, la transformation numérique du monde du travail, la question par exemple de l'ubérisation de l'économie, l'ubérisation est devenue aujourd'hui un nom commun, elle est dans le débat. Ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des sujets qui paraissent accessoires, peut-être, dans le grand débat au début, mais peut-être que le grand débat public, il est déjà passé. Peut-être que ces sujets-là sont ceux qui sont présents dans la société et sont ceux qui vont faire l'actualité demain. Et moi, ce que je dis simplement à ma famille politique... Et ça, vous allez le rappeler, si vous êtes qualifié, c'est quoi votre grand axe de campagne? Moi, je défends l'idée, en fait, que le monde a complètement changé. C'était le titre de mon livre de lancement. Nous avons changé le monde. Le monde a complètement changé. L'économie, la société ont complètement changé. Et la politique, elle est restée dans une espèce de... figée dans une espèce d'éternité sublime. Et il faut qu'elle change aussi. Il faut qu'elle change. Alors, qu'elle change de plusieurs manières. D'abord, Vous êtes la seule dans les candidats qui vont se présenter à avoir je suis la seule, par exemple, à proposer une réforme institutionnelle. Moi, je pense que la Ve République, ça a été magnifique, mais qu'aujourd'hui, c'est plus adapté. Il faut passer à une 6e République. Oui, c'est pas une question de nombre, c'est une question de transformation institutionnelle. Et quel régime je propose un certain nombre de transformations institutionnelles. On reste dans un régime semi-présidentiel ou... Moi, je suis plutôt pour un régime présidentiel parce que je pense que la réalité de notre régime aujourd'hui, c'est qu'il est présidentiel et qu'en fait... Sans le dire. Mais oui, sans le dire. Et le Premier ministre, il est perçu tantôt comme un collaborateur, tantôt comme un concurrent. Il y a beaucoup de déperdition d'énergie. Et puis, je pense aussi qu'il faut trouver une meilleure place aux citoyens dans les institutions. Et j'ai proposé la suppression du Conseil économique et social, qui, à mon avis, ne sert absolument à rien, et son remplacement par une Chambre des citoyens qui permettrait entre deux élections... Comment on les choisit, ces citoyens ? Eh bien, ils sont tous membres. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes électeur français, vous êtes membre de la Chambre des citoyens, vous pouvez vous associer à des propositions de loi. Et tout ça, c'est virtuel, ça se fait sur Internet, bien sûr. Et à partir d'un certain nombre de signatures, la proposition de loi est automatiquement débattue au Parlement. Ça éviterait cette espèce de sentiment qu'ont nos concitoyens, qu'on les convoque aux urnes une fois tous les 5 ans, qu'on écoute moyennement leur avis, et qu'entre deux, on ne leur demande rien. Ce sentiment que c'est complètement décalé par rapport à leur modernité, parce que dans la modernité, ceux qui prennent des Uber, on leur demande de noter leur chauffeur Uber. Ceux qui commandent sur Internet, on leur demande de noter leur livreur ou leur commande. On vous demande toute la journée votre avis sur tout, sauf sur la politique. Et finalement, les gens ont l'impression qu'il y a un décalage complet entre le monde politique et la vraie vie. Voilà un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Un autre exemple, peut-être. Est-ce que vous pouvez vous qualifier pour le 2e tour de la primaire ?
si vous êtes qualifié. Attendez, ce que je fais, je le fais à fond. Quand j'ai commencé ma quête de parrainage, il y avait, vous le savez bien, dans le milieu médiatique, on disait, elle n'a aucune chance, elle n'y arrivera pas. On est tout près du but. D'accord. Je ne fais pas ce que je fais à partir de calcul de risque. Je ne fais pas de calcul de risque, j'y vais parce que j'ai des convictions, que je veux les défendre. Vous avez assez d'argent ? Je pense qu'elles méritent d'être entendues. Vous avez assez d'argent pour mener cette campagne ? Je ne vais pas lancer des appels maintenant en direct sur votre média, mais ça m'aiderait si quelques donateurs voulaient bien se mobiliser pour cette campagne. Entre Juppé et Sarkozy, votre cœur, il balance plutôt vers quel côté ? Votre intelligence ? On va débattre. On va débattre. Moi, j'ai des propositions à mettre dans la... Regardez, un exemple très concret. Oui. Il nous relie à la modernité aussi, le monde du travail. Oui. Aujourd'hui, il y a des débats entre finalement Alain Juppé et François Fillon qui parlent beaucoup de la durée du travail et Nicolas Sarkozy qui dit il faut revenir aux heures sup défiscalisées. Moi, je vous dis, je dis pas c'est l'un, c'est l'autre. Je pense qu'il y a au moins une troisième voie à explorer. C'est le travail indépendant. Je pense que le fait émergent du monde du travail aujourd'hui, c'est le travail indépendant. C'est toute une génération. Ça, on n'en parle pas assez. Mais on n'en parle pas. Toute une génération qui se dit nous, on ne trouvera pas de patron, mais on peut trouver des clients. Mais pour lesquels c'est la galère. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes travailleur indépendant, le système est vraiment pas fait pour vous. Il est fait contre vous. Donc, je suis pas dans l'idée de départager, de pencher d'un côté ou de l'autre côté. Je veux proposer une troisième voie. Vous êtes aussi élu de Paris. Deux petits sujets, oui, non. Les voies sur berge qui vont être fermées. Ce sont des grands sujets, mais malheureusement, bon. Les voies sur berge, vous êtes d'accord avec ce que la mairie de Paris et Mme Hidalgo veut faire ? Nous avons porté, avec le groupe Les Républicains au Conseil de Paris, un projet alternatif. Que nous continuons à défendre et pour lequel, d'ailleurs, nous sommes aussi en discussion avec Valérie Pécresse à la région. Niveau de la région. Pour pouvoir être plus forts ensemble. L'idée est la suivante. Réduire la place de la voiture à Paris, ça n'est pas un projet illégitime. Oui. Mais il y a deux conditions. D'abord, il faut le faire en proposant une alternative aux gens. Donc il faut prendre le temps. Et c'est la raison pour laquelle on travaille actuellement avec Valérie Pécresse et avec la région. Il faut le faire dans un calendrier qui permet de faire émerger des alternatives de transport en commun. Et pas du jour au lendemain, en coupant ce qui est quasiment une autoroute. Parce que les voies sur berge, ça débouche dans le Val-de-Marne sur une autoroute. Et donc les Val-de-Marnais, ça va être la galère pour eux. Et puis deuxième chose, il faut s'occuper d'utiliser au mieux l'espace. Les voies, la rive droite, c'est magnifique. Non mais attendez, alors juste un mot, le tunnel des Tuileries, 800 mètres, ils vont fermer le tunnel des Tuileries. Donc on pourra faire du patin à roulettes et promener sa poussette dans le tunnel des Tuileries. Enfin, pousser sa poussette, promener ses enfants dans le tunnel des Tuileries. C'est évidemment absurde, c'est pas une bonne utilisation de l'espace, il y a mieux à faire. Qui sera sans doute au cœur d'ailleurs de la primaire de la droite, les migrants. La maire de Paris a décidé d'ouvrir des camps, enfin pas des camps, des centres d'accueil des migrants. Vous êtes d'accord avec ça ? Pas avec la manière dont elle le fait. Moi, je pense que c'est légitime de pouvoir trouver des accueils, ouvrir un certain nombre d'accueils. On a des situations humanitaires qui sont criantes. Le problème, c'est que la maire de Paris, comme beaucoup à gauche, elle confond tout. Et dans le mot migrant, elle met tout. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des réfugiés et des migrants économiques. Et évidemment, ça ne permet pas de trouver des solutions parce que ça veut dire que c'est sans fin. Je trouve que le mot migrant est un mot extrêmement ambigu qui ne nous permet pas de trouver des solutions. Moi, je veux une politique généreuse à l'égard des réfugiés et ferme sur la question de l'immigration économique parce que aujourd'hui, on a malheureusement d'autres urgences et une situation économique qui est celle qu'on connaît. Rendez-vous vendredi à quelle heure alors ? Alors, c'est 18h la date limite de parrainage. Je fais tout ce que je peux pour boucler avant, parce que si vous voulez, il y a un moment où le stress, ça va bien, quoi. À 18h vendredi, normalement, on devrait savoir si Nathalie Kosciusko-Morizet elle aura déposé ses parrainages, puisque c'est après que la validation a lieu, quelques jours plus tard, pour une candidature qui sera un peu différente de tous les autres, il sera aussi beaucoup question avec elle, on s'en doute, d'écologie et de représentativité des institutions, pour une chambre notamment des citoyens qu'elle voudrait créer. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet. Merci à vous.